Aujourd'hui, nous allons justement suivre l'un des demi-frères de Fëanor, parce que Fëanor a un demi-frère, qu'il a abandonné également, en même temps que tout son peuple. Et du coup, c'est son demi-frère qui a pris la tête du reste du peuple abandonné. Et on va suivre et on va voir un petit peu comment il se débrouille. Donc ça, c'était le résumé de tout ce qui s'est passé juste avant. Donc maintenant, vous devriez être un petit peu à jour. Et si j'espère, il va y avoir plein de noms aujourd'hui. Je vais au mieux essayer de ne pas trop vous perdre. Donc, comme je vous le dis, il y a tout un peuple de Noldor qui a été abandonné et qui se trouve actuellement en El-Caraxès. Vraiment, c'est un endroit très 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 froid, où c'est presque impossible d'y survivre. J'adore, et justement, nous avons des illustrations. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait de Shwastar. Nous avons des illustrations de Shwastar, Choistar, qui représente très bien plusieurs moments en fait de l'histoire. On l'a en petit chibi, j'aime beaucoup. Et du coup, comme on peut le voir, en fait, Fëanor, qui est représenté ici avec ce petit chibi, a demandé à ses enfants, donc il a 7 fils, Fëanor, de brûler les bateaux pour empêcher en fait le reste de son peuple ainsi qu'à ses demi-frères de le suivre, parce que il ne leur fait pas confiance. Et donc il a préféré les trahir avant que possiblement il le trahisse lui. Parmi ses enfants, on en a un qui s'appelle Medros, qui est ici, qui n'a pas trop aimé l'action de son père, mais il a fait un serment, donc il est obligé de suivre son père coûte que coûte. Et du coup, le reste du peuple, et donc la famille de Fingolfin, a traversé le territoire hostile d'El-Caraxès. Et par tous les moyens, ils vont essayer de rejoindre la Terre du Milieu, un petit peu dans un sentiment et dans une volonté de vengeance, mais également pour tout simplement retrouver les terres qu'on leur a promises, c'est-à-dire les grandes terres de la Terre du Milieu. Et du coup, Fingolfin a conduit à travers cette terrible région tout un peuple de Noldor. Fëanor, qui avait soif de vengeance sur les terres du milieu, du coup, quand il est enfin arrivé avec les quelques hommes, donc ses fils, ainsi que une petite armée, ils sont arrivés en grand bruit, en chantant, en criant, avec des trompettes. Ils installèrent leur camp pile à l'endroit non loin de là où se trouve la forteresse de Morgoth. Forcément, les orques sont arrivés, ont accouru pour tout de suite les attaquer. Sauf que cette bataille, du coup, c'est la première bataille qui va se trouver du coup dans ce qu'on appelle précisément Beleriand. C'est la bataille sous les étoiles, parce qu'à ce moment-là, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il fait extrêmement sombre. Le soleil et la lune n'existent pas. Le seul équivalent, c'était les arbres sacrés qui se trouvaient sur un autre continent. Mais sinon, la Terre du Milieu, c'est les ténèbres. Les seules lumières qui illuminent un petit peu les environs, au pire, ce sont les étoiles. Mais rien d'autre. Donc, c'est pour ça que cette bataille s'appelle la bataille sous les étoiles. Les Noldor, donc ce petit clan-là qui est dirigé par Fëanor, vont réussir haut la main à se débarrasser des orques. Tout simplement, alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux, beaucoup moins. Les orques étaient vraiment nombreux. Mais ils étaient très bien armés, les elfes. Et en plus, ils ont sur leur visage l'éclat encore du pays d'Aman. Cette lumière qui éclaire leur visage, mais ainsi leur insuffle un petit peu une force presque surhumaine. Donc les orques, en voyant qu'ils ne peuvent absolument rien faire devant eux, une grosse partie ont commencé à s'enfuir. Des orques qui se trouvaient pas très loin de la bataille et qui embêtaient d'autres elfes qui n'ont jamais quitté les Beleriand de la Terre du Milieu. C'est des elfes marins. Les elfes, pour ceux qui veulent avoir la précision, c'est les elfes que Círdan contrôle plus ou moins. C'est pas le bon mot, mais Círdan règne sur ces elfes. Donc ils embêtaient ces orques, les elfes marins. Et quand ils ont entendu que leur compagnon orc était
embêtés, ils sont allés les rejoindre pour pouvoir leur donner de la force. Mais pareil, les Noldor, Fëanor, a grandement réussi à les repousser. Du coup, cette poignée d'orques est revenue à Morgoth comme juste une petite poignée de feuilles mortes. Ce qui va énormément agacer Morgoth et même l'inquiéter. Pourtant, Morgoth a de quoi se réjouir. Parce que Fëanor, qui est très content d'avoir repoussé par 2 fois les orques, et d'une facilité extrême, ça l'a, tellement rassuré dans ses compétences de combat, qu'il s'est dit « Je ne peux pas m'arrêter là, je vais suivre les orques, justement jusqu'à la forteresse de Morgoth, et comme ça, je vais pouvoir récupérer mes joyaux et tuer Morgoth. » Sauf que Fëanor ne se rendait pas compte vers quel danger il va, et en plus, Morgoth n'a pas que des orques à son actif. Donc Fëanor accourt et même, il a tellement confiance en lui, Fëanor, qu'il va beaucoup plus vite que le reste de son armée. Donc il est tout seul, au devant, seul, près de la forteresse de Morgoth. Et là, sans crier gare, le sol s'ouvre pour laisser passer des créatures immenses, enflammées, avec des lances ardentes. Ce ne sont autres que des Balrogs. Et non, nous avons l'illustration que j'aime plus que tout. Balrog contre Fëanor. Où en gros, Fëanor, trop prétentieux, s'éloigne de ses hommes et se retrouve encerclé par les créatures de Morgoth. Des Balrogs jaillirent du sol. Longtemps, il va combattre inébranlable, donc pour dire la puissance de Fëanor, il arrive à tenir tête à des Balrogs. Sauf qu'à un moment donné, il y a le Balrog qui arrive. Le prince des Balrogs qui n'est autre que Gothmog. Les fils qui arrivent un petit peu en retard, les fils de Fëanor, accourent pour sauver leur père, mais c'est déjà trop tard. Fëanor s'est pris un coup presque mortel de Gothmog. En fait, quand les fils vont retrouver Fëanor, il est vraiment dans un sale état, mais il a encore un petit peu de vie en lui. Donc ils essayent de le porter et de le ramener au camp. Sauf que sa vie va quitter son corps très bientôt. Alors à ce moment-là, Fëanor demande à ses 7 fils de s'arrêter et il leur dit « Stop, je veux que vous me promettiez de tenir le serment. » Bien entendu, ses fils lui promettent qu'ils tiendront le serment. Ce serment, quel est-il ? C'est de récupérer coûte que coûte les joyaux, les 3 Silmarillion. Et là, quand il est sûr que chacun de ses fils a promis de récupérer coûte que coûte les Silmarillion, la vie dans le corps de Fëanor se dissipe totalement. Et en fait, on ne peut même pas enterrer le corps de Fëanor, parce que Fëanor, qu'est-ce que ça veut dire en elfique ? Ça veut dire âme ardente, il me semble, enfin en tout cas, tempérament de feu. Et justement, comme une flamme, son corps se réduit en cendres et se dissipe en fumée. Jamais Arda, jamais l'univers a pu rencontrer une créature ou un esprit aussi ardent que celui de Fëanor. Et justement, Fëanor, qui est normalement un elfe un petit peu immortel, en fait, si vous voulez, normalement, les elfes, ils vont dans ce qu'on appelle la caverne de Mandos, quand ils meurent, et ils ont la possibilité de ressusciter dans un autre corps beaucoup plus tard. Et bien, Fëanor, c'est un petit peu sa malédiction. C'est ce que les Valar lui ont dit quand il est parti, en fait, du pays d'Aman. Fëanor sera définitivement emprisonné dans les cavernes de Mandos. Alors, pour les personnes qui me parlent de la prononciation de Silmarillion, Silmarilli, Silmaril, etc., je vous en supplie, je me le reçois tous les jours et ne le faites plus parce que je changerai pas par rapport à ça. Au pire, la prononciation, c'est le nombre de prononciations que je prononce très mal, il y en aura énormément.
Silmaril, Silmarillion, Silmaril, Silmarilli, voilà. Vous avez compris, un Silmaril, point barre, un joyau qui brille, et puis voilà. À la mort de Fëanor, Morgoth envoya un ambassadeur à ses fils pour qu'ils admettent leur défaite, déjà. Et pour leur imposer des conditions allant jusqu'à l'abandon d'un Silmaril. Médros, du coup l'un de ses fils, et qui va reprendre la tête du coup des Noldor, parce que c'est celui dans la ligne directe qui doit reprendre tout le contrôle. Médros le Grand, le fils aîné, amena ses frères à feindre justement le traité avec Morgoth, en disant on va rencontrer les émissaires de Morgoth, mais à la place en fait on va essayer de récupérer les joyaux. Sauf que ce à quoi n'avait pas pensé Médros, c'est que justement Morgoth avait pensé plus ou moins à la même chose. Les Noldor n'avaient plus du tout confiance en Morgoth, mais Morgoth n'a pas confiance non plus en eux. Donc déjà, c'était mal parti. Et quand l'armée de Médros est arrivée sur place pour ce soi-disant traité, Morgoth également avait une armée de Balrog. Et là, à ce moment-là, un petit combat a lieu et Médros se fait capturer. Médros tomba du coup dans cette embuscade et de nombreux soldats furent tués. Médros a été pris en otage et tous les autres frères commencent à réfléchir un petit peu comment récupérer Médros. Sauf que ils ont bien tous confiance qu'ils n'y arriveront pas. Morgoth est beaucoup trop puissant, ils l'ont vu déjà par 2 fois. Du coup, pour eux, leur frère Médros, c'était terminé. Les fils de Fëanor savaient que Morgoth les trahirait et qu'ils ne les libéraient pas Médros, quoi qu'ils fassent. Et en outre, ils étaient tenus par le serment qui leur interdisait pour quelconque raison que ce fût d'abandonner la guerre contre leur ennemi. Alors, Morgoth va enchaîner Médros tout en haut d'une montagne qui s'appelle Tongoroddrim et il va l'accrocher de sa main droite tout en haut du roc avec un anneau de fer incassable. Après la fuite de Morgoth, les Valar restèrent longtemps immobiles sur leur trône. Mais ils ne restent pas immobiles à ne rien faire, au contraire de ce que pouvait penser Fëanor. Les Valar en fait travaillaient et pensaient à comment pouvoir, d'une manière ou d'une autre, aider les elfes qui se trouvent en Terre du Milieu et contrer un petit peu Morgoth. À ce moment-là, quand ils ont eu enfin l'idée, tu as Manwë qui dit à Yavanna et Nienna déjà d'aller essayer par tous les moyens de soigner les arbres Telperion et Lorelin pour récupérer la puissance de ces arbres sacrés. Sauf que les pleurs de Nienna ainsi que les chants de Yavanna n'eurent aucun effet sur les blessures mortelles et l'ombre qu'a imposé Morgoth et Ungoliant sur ces arbres. Et quand l'espoir fut presque à manquer à ce moment-là, et que Nienna n'en puisse plus de pleurer et Yavanna n'en puisse plus de chanter, quand les arbres allaient tout juste s'éteindre, une fleur fleurit sur Telperion et un fruit sortit de Lorelin. À ce moment-là, Yavanna allait accueillir cette fleur ainsi que ce fruit et allait immédiatement voir son mari en lui demandant, donc son mari Aolé, un Valar de la Forge, le maître de la Forge, il lui demanda immédiatement de créer des vaisseaux pour contenir et protéger ce fruit et cette fleur. Quand Aolé a construit ces vaisseaux, il amena ces vaisseaux à Varda, la maîtresse des étoiles, et lui demanda d'en faire un firmament. En tout cas, de manière à ce que ces vaisseaux puissent traverser le ciel. Et c'est ainsi que l'équivalent du soleil et de la lune va voir le jour. En fait, Varda va prendre chacun des vaisseaux et va leur insuffler une force d'une manière à ce que ces vaisseaux puissent faire un trajet d'ouest
en est. Ça, cette lumière, parce que ça brille énormément, ces lumières vont permettre de contrer la puissance de Morgoth. Mais également d'aider les humains. Car les humains arrivent bientôt sur Terre. Et c'est justement parce que les humains étaient sur le point d'apparaître que les Valar ne sont pas intervenus plus que ça. Ils ont fait apparaître un soleil et une lune, et on précisera un petit peu vraiment en quoi ça consiste. Mais ils ne sont pas allés en Terre du Milieu pour faire la guerre une deuxième fois contre Morgoth. Tout simplement parce que la première guerre avait été dévastatrice. Elle avait détruit absolument une grosse partie de la Terre. Et en plus, les elfes ont beaucoup souffert de cette guerre. Et comme les hommes sont mortels, il était hors de question qu'il en fasse une deuxième. Le premier vaisseau, avec la fleur de Telperion, du coup, cette fleur argentée représente un petit peu notre lune, et elle va s'appeler Isil, parce que forcément c'est pas une lune, c'est Isil pour Tolkien. Et ça correspond du coup à la lune. Ce vaisseau, on va demander, parce que forcément, un vaisseau, ça a besoin de quelqu'un pour le conduire. Du coup, on va demander à Tilion de conduire le vaisseau de Isil. Tilion a été choisi parce que c'était un amoureux des fleurs argentées de Telperion. Il les adorait tellement qu'il voulait les protéger. Donc c'était évident que ça allait être lui qui allait conduire le vaisseau d'Isil. Tilion était avant tout un Maya de Oromé. Et il l'adorait chasser, et c'est pour ça qu'il est souvent représenté avec un arc. Le vaisseau qui représente le soleil, donc c'est-à-dire Anar, va être conduit, celui-ci, par Arienne, une autre Maya. Et Arienne a été choisie, c'était évident que ce soit elle, parce que c'est celle qui est la plus résistante à la chaleur et au feu. Le vaisseau de Tilion, du coup d'Isil, fut envoyé en premier, et le monde vécut alors quelque temps au clair de lune. Et des êtres qui avaient dormi jusqu'alors, longtemps, parce que Yavanna était venu régulièrement en Terre du Milieu pour endormir ses petites graines par-ci par-là. Enfin, des fleurs, des arbres, peut-être même des Ents, mais ça c'est pas sûr. Peut-être que les Ents étaient déjà là. Mais en tout cas, des créatures, il est dit, commencent à s'éveiller du sol. Parce que Yavanna n'est autre que la maîtresse de la faune et de la flore. Voilà. Du coup, les serviteurs de Morgoth, quand ils virent la lune, enfin en tout cas Isil, apparaître, ils furent pris de stupeur. Parce que la lumière, pour eux, c'est détestable. Ce sont des créatures des ténèbres. Par contre, les elfes qui se trouvaient en Terre du Milieu, ils levèrent tous la tête et ils étaient heureux. Le peuple de Fingolfin avait traversé le chaos de glace au moment où le monde entier s'émerveillait à la venue de la lune. Alors, Fingolfin déploya ses bannières d'azur et d'argent, et il fit sonner ses trompettes, tandis que les fleurs naissaient sous ses pas, puis à ce moment-là, comme je vous disais, les petites graines de Yavanna commençaient à pousser. Enfin, l'ère des étoiles prit fin, avec l'arrivée de Fingolfin et le reste du peuple de Noldor en Beleriand, sur la Terre du Milieu. Et quand l'armée de Fingolfin arriva enfin sur les terres extérieures et qui se sont enfoncés un petit peu plus sur ces terres, ce fut maintenant le soleil qui se leva, du coup Anar. Et au premier lever du soleil, les derniers enfants d'Iluvatar s'éveillèrent tout à l'est de la Terre du Milieu. Et quand les humains ouvrirent les yeux pour la première fois, ils virent le soleil, et la seule chose qu'ils avaient envie, c'est de se diriger là où est né le soleil, donc tout à l'ouest. Lorsque le vaisseau de Arienne, Anar, s'éleva dans toute sa gloire, on entendit bientôt le chant de nombreuses chutes d'eau. Là, Morgoth fut pris d'épouvante et s'enfonça au plus profond de sa forteresse. Il rappela ses serviteurs et lança de grands nuages noirs autour de sa forteresse, puant,
pour protéger sa terre de l'éclat trop lumineux de ces astres du jour. À la venue de la grande lumière, les serviteurs de Morgoth se réfugièrent tous du coup dans la forteresse, et Fingolfin, lui, traversa, sans combattre, la forteresse et les remparts. Il va essayer de frapper à chaque porte pour faire sortir, mais personne ne veut sortir, c'est beaucoup trop lumineux dehors. Du coup, les elfes vont s'arrêter, vont arrêter de jouer les trompettes dans la forteresse de Morgoth, et ils vont faire demi-tour, parce qu'ils ont entendu que non loin de là, il se trouvaient les enfants de Fëanor. Sauf qu'il y a un enfant de Fëanor qui se trouve bien dans la forteresse de Morgoth. Et ce n'est autre que Maedhros, accroché de son bras droit tout en haut de la montagne. Et quand il entendit les trompettes de Fingolfin, il cria très fort pour qu'on l'entende. Mais rien n'y fait. Sa voix se perdut dans les échos et il continua à souffrir. Fingolfin alors, lui par contre, se dépêcha pour aller rejoindre son frère Fëanor. Bien entendu, quand il arriva dans le camp, il vit que son frère n'était pas là et on lui apprit que Fëanor avait péri. À ce moment-là, il en voulut quand même aux fils de Fëanor parce qu'ils ont fait partie des personnes qui ont brûlé les bateaux, qui les ont empêchés de partir avec eux. Et là, des petites batailles, on peut dire un petit combat, un conflit en tout cas, va il y avoir entre les Noldor de Fingolfin et les Noldor de Fëanor, en tout cas de feu Fëanor. En effet, Fingolfin et son peuple ne portaient pas dans leur cœur la maison de Fëanor, car ils avaient enduré d'énormes souffrances. Ils ont perdu énormément de proches pendant la traversée d'Elcaraxë. Et franchement, le peuple qui a suivi, en tout cas ceux qui ont la chance de suivre Fëanor, la plupart ne veulent pas l'admettre, mais ils regrettent énormément d'avoir incendié et d'avoir abandonné une grosse partie des Noldor dans cette terre absolument hostile. Parmi eux, il y en a un, le fils de Fingolfin, qui n'est autre que Fingon, qui va dire « Stop, arrêtez, arrêtez de vous battre, arrêtez de vous engueuler les uns les autres. Arrêtons-nous de diviser. » Parce que oui, Morgoth, qui est dans sa forteresse, le voit, ce conflit. Et ça le réjouit de voir que la haine qu'il y a entre les Noldor persiste. Parce que, pour mieux régner, il faut diviser, vous connaissez cette phrase. Donc là, Fingon essaye d'un petit peu ressaisir tout le monde et essaye de rappeler qu'ils ont tous un seul et même ennemi, ce n'est autre que Morgoth. Fingon va essayer un petit peu d'en parler et de calmer les conflits autour de lui. Il va essayer de se renseigner un petit peu où est Maedhros, son meilleur ami. Parce que Maedhros, il était très très proche de Maedhros. Tellement proche qu'ils passaient presque tous les jours quand ils habitaient encore au pays d'Aman ensemble. Et le fait de ne pas le voir, ça lui brise le cœur. Surtout que s'il savait que Maedhros avait demandé à son père pourquoi ils abandonnaient, Maedhros est l'un des seuls à s'être un petit peu opposé à son père lorsque les bateaux ont brûlé. Fingon ne le trouve pas. Et là, on lui apprend qu'il a été capturé par Morgoth. Alors, ni une ni deux, Fingon va prendre une armure, des armes et partir immédiatement à la rescousse de Maedhros. À l'inverse, des frères, des propres frères de Maedhros, qui ne sont pas du tout partis à la recherche de leur propre frère. C'est doit être Fingon, son cousin, qui part sur les remparts de l'ennemi. Il va monter tout en haut, justement, de Tongorodrim, mais désespéré, il ne le trouva nulle part. Alors, à un moment donné, il va sortir sa harpe et il va commencer à chanter une vieille chanson de Noldor au milieu de la forteresse. Et sa voix va se perdre un petit peu partout. À tel point que Maedhros, alors qu'il souffre et que
il est vraiment en train de presque perdre connaissance, il entend au loin cette douce mélodie et désespéré, Maedhros va se mettre à chanter très haut et très fort pour répondre à l'appel de cette musique. Et quand Fingon va s'en rendre compte, il va se diriger vers le son de la voix et, horrifié, il va trouver Maedhros dans un état absolument catastrophique. Il a été torturé par Morgoth. Il est enchaîné tout en haut de cette montagne qui est juste inatteignable. Et là, Maedhros veut juste en finir. Il n'en peut plus de la souffrance qu'il subit. Alors il supplie Fingon de le tuer. Fingon, ne savant pas quoi faire, sort son arc, sort une flèche et la dirige vers le cœur de Maedhros. Mais il ne veut pas le tuer. Alors, dans un élan de désespoir, il crie haut et fort « Ô roi, à qui tous les oiseaux sont chers, fais voler maintenant ma flèche et trouve quelque pitié pour les Noldor dans leur malheur. » En fait, il essaye d'invoquer Manwë. Les aigles, qui se trouvent un petit peu partout à ce moment-là, et notamment beaucoup à la forteresse de Morgoth, entendent la supplice de Fingon et ils vont décider de l'aider. Et quand la flèche commence à se diriger vers le cœur de Maedhros, tu as un aigle qui, d'un bas d'aile, va faire dévier la flèche et la casser pour l'empêcher de toucher Maedhros. Et là, tu as l'aigle en question qui va récupérer Fingon et l'élever à la hauteur de Maedhros. Alors, au moment où Fingon du coup bandait son arc, ce n'est autre que Torodor, le roi des aigles, qui va l'aider. Et donc, Torodor, ce roi des aigles, le transporte à la hauteur de Maedhros, là où il est enchaîné. Sauf que Fingon va essayer, tant bien que mal, de scier cette chaîne, mais elle est incassable. Alors, Maedhros continue de supplier Fingon de l'achever, parce qu'il n'en peut plus. Alors la seule chose que vient en tête en fait à Fingon, c'est de couper le poignet de Maedhros. Et enfin, il arrive à récupérer Maedhros, tant bien que mal. Il va le ramener au camp et Maedhros va guérir très vite de ses blessures. Certes, il a un moignon au niveau du bras droit, mais il a récupéré toutes ses forces. Et les exploits de Fingon va faire grand bruit dans le camp des Noldor. À tel point que Maedhros lui-même va annoncer qu'il abandonne totalement la couronne des Noldor. Certes, la couronne lui revient de droit parce que c'est Fëanor le roi et que son père est mort, et donc logiquement ça revient au fils aîné. Mais il va la renoncer et à prétendre à la royauté des Noldor. Il va plutôt proposer à Fingolfin, du coup le papa de Fingon, de récupérer la royauté parce que selon lui, il est beaucoup plus méritant de guider l'ensemble des Noldor. Bien entendu, les frères de Maedhros lui en veulent énormément. Ils ont été destitués, dépossédés de la succession des Noldor. Fingolfin, du coup, le demi-frère de Fëanor, devint le haut roi des Noldor. Il maintint le siège avec toute son armée de la forteresse de Morgoth. Ils vont réussir pendant un temps, grâce à l'aide du soleil et de la lune, à repousser l'armée de Morgoth. Et pendant ce temps, Fingolfin et les autres Noldor vont fonder leur royaume en Beleriand, en Terre de Milieu. En Beleriand, il y a d'autres elfes et d'autres clans, et notamment, et vous le savez pour ceux qui ont suivi les autres vulgarisations, il y a le roi Iluthingol, le roi des elfes Sindar, les elfes gris. Et quand il va entendre parler l'arrivée de tous ces princes, Iluthingol ne veut pas être très content. Il va pas avoir ça d'un très bon œil. Du coup, il va proposer seulement aux enfants de Finarfin
qui ne sont autres que Finrod, Galadriel, Angrod et Egnor, de venir pour parler un petit peu avec eux. Mais il va refuser les autres Noldor. Alors, qui sont-ils? Si vous voulez, juste pour vous rappeler, vous remettre un petit peu en tête, Fëanor, donc celui d'où tout est parti et qui a créé les joyaux, il a 2 demi-frères. Il a Fingolfin, du coup, qui est devenu le haut roi des Noldor, mais il a un 2e demi-frère qui n'est autre que Finarfin, qui a refusé de partir, mais tous les enfants de Finarfin, eux, sont partis dans les terres du milieu. Donc il y a Finrod, Angrod, Egnor et Galadriel. Et en fait, Elótingol accepte les enfants de Finarfin tout simplement parce que leur mère est une très proche parente d'Elótingol. Donc en fait, un petit peu, Finrod, Angrod, Egnor et Galadriel sont de lointains neveux, mais assez proches. C'est Angrod, fils de Finarfin du coup, l'un des enfants et l'un des frères de Galadriel, qui fut le premier exilé et le premier frère également donc de Galadriel à aller à Ménégroth, donc dans la cité de Elótingol. Et à ce moment-là, Angrod lui raconte absolument tout. Les exploits des Noldor, la traversée. Puis il se dit, je vais peut-être pas tout raconter, je ne vais pas lui dire le massacre d'Aqualande. Bah, c'est logique, parce que dans le massacre d'Aqualande, ils ont tué le peuple d'Elótingol. Parce que c'était des Teleri comme Elótingol. Donc il n'en parle pas de ça. Mais sinon, il lui raconte tout. Elótingol comprend un petit peu les intentions des Noldor, et à ce moment-là, il fait transmettre un message. Il dit à l'ensemble des Noldor, ok, vous êtes arrivés sur mes terres, enfin en tout cas en Beleriand, vous pouvez vous installer, mais de tel endroit à tel endroit, ça m'appartient. Le reste, allez-y. Il y a des terres à l'est, elles vous appartiennent. Mais le reste, n'y touchez pas. Les enfants de Fëanor, en entendant les requêtes d'Elótingol, vont se mettre en colère. Comment? Elótingol nous nous accueille, mais avec avec froid. Alors que notre grand-père, Finwë, était son meilleur ami. Comment c'est possible? Et puis même, à ce moment-là, il déteste le fait que Elótingol leur dit que certains endroits lui appartiennent et ils peuvent se mettre que à certains autres endroits. En gros, vraiment, Elótingol chapeaute un petit peu les terres. Il distribue les terres comme si c'était lui le grand roi de Beleriand, ce qui était le cas depuis de nombreux siècles en plus. Mais bon, ça, les Noldor ne peuvent pas supporter. Il y en a un, par contre, qui est un petit peu plus sensé que les autres et un petit peu plus calme, c'est notre fameux Médros. Et là, Médros rit à gorge déployée et dit la chose suivante. Un roi est celui qui sait garder ce qu'il tient, ou bien son titre est vain. Elótingol ne nous accorde que les terres où il est sans pouvoir. En vérité, son royaume serait aujourd'hui réduit à Doriath si les Noldor n'étaient revenus. Laissons-le donc à Doriath et dans sa cité de Ménégroth et se réjouir d'avoir pour voisins les fils de Finwë au lieu des orques de Morgoth. Et donc c'est ainsi que vous avez actuellement la map de Beleriand et comment c'est réparti un petit peu les Noldor ainsi que les autres clans elfes. En gros, vous avez au centre Elótingol ainsi que sa femme Melian, donc ici les elfes gris. Bon, ça c'est déjà ça. Ensuite, nous avons tout à l'est les enfants de Fëanor, les 7 fils de Fëanor. Carantis, Amrod et Emras, Celegorm et Curufin, Médros et Maglor. Bon, en orange. Nous avons, tout au nord, non loin du coup des forteresses de Morgoth, parce que Fingolfin les tient, ces forteresses, il y tient un siège. Donc il y a le royaume de Fingolfin avec ses enfants. Plus tard, et vous le comprendrez, ça sera le stream de demain, nous parlerons de Gondolin en particulier. Et nous avons du coup les proches parents Ménoldor de Elótingol,
qui sont les enfants de Finarfin. Je sais que c'est compliqué, il y a plein de noms, mais ce sont ceux, donc les Boblons là, et donc cette famille, hein, là où se trouve Galadriel, eux vont habiter, et je vous explique juste après comment ils ont eu ces terres-là, parce que bon, normalement ça appartient à Elûthingol un petit peu. Finrod va habiter, en tout cas, ainsi que ses frères, dans ces contrées. Et nous avons toujours les elfes marins qui se trouvent là-bas, hein, les elfes de Círdan. Et nous avons d'autres elfes, d'autres clans, un autre clan elfe. Ce n'est autre que les Nandor, hein, ceux qui habitent en Osiriande, là-bas, dans le peuple des 7 rivières. Ce sont un petit peu les elfes sylvestres, si vous voulez. Bref, là, vous avez vraiment un petit peu comment est répartis les différents clans des elfes. Vous voyez que ça y est, ça commence à se faire et à se former. On va dire que maintenant que les elfes ont un petit peu fait leur royaume par-ci par-là et qu'ils arrivent à contenir Morgoth aussi, à repousser les orques, enfin, en vrai, ça va. Ils y arrivent. Ils peuvent se battre de temps en temps, mais ils sont si bien entraînés que, sincèrement, eh ben, la paix existe en Beleriand. Et en plus, quand le soleil fut compté, ça fait à peu près 20 ans que le soleil est là, le roi des Noldor, du coup, Fingolfin, fait donner une énorme fête, une grande fête, pour fêter un petit peu cette paix. Mais c'est aussi une fête pour les retrouvailles et pour permettre à tous les clans et tous les princes qui se trouvent un petit peu partout en Beleriand de se retrouver et de se soutenir. Et donc tout le monde a été invité et beaucoup d'elles sont venues au cours de cette fête. Donc nous avons les officiers certes de Fingolfin, ses enfants, c'est logique. Nous avons également les fils de Fëanor qui sont venus à la fête. Nous avons les Nandor, du coup, les elfes sylvestres qui viennent également. Et ainsi également les elfes des mers, les elfes du port de Círdan. Par contre, de Doriath, de Ménégroth, en tout cas, de là où se trouve Elûthingol, enfin c'est différent, c'est deux endroits différents, mais c'est pas grave. En tout cas, de là où se trouve Elûthingol, il ne vint que 2 personnes, Mablung et Daeron. Juste pour dire, je vous apprécie, mais quand même, je reste là où j'habite, à Doriath. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Doriath. Mais bon, au pire, dites-vous que Elûthingol, c'est là où il est tranquille, dans tout ici. Le nouveau soleil et du coup la nouvelle lune éclairaient des jours joyeux, le pays connaissait du coup le bonheur. Mais bon, l'ombre était toujours là au nord. Plus tard, Finrod et sa sœur Galadriel furent invités par Elûthingol pour venir. Finrod fut émerveillé par la puissance et la majesté de Ménégroth. C'est sublime, Ménégroth c'est vraiment la cité aux 1000 cavernes. Il y a des trésors partout, il y a des arsenaux, je vous avais décrit un petit peu à quoi ressemblait Ménégroth, c'est sublime. Les salles aux 1000 colonnes, bref. À ce moment-là, tu as Finrod qui dit à Elûthingol « Je voudrais avoir une cité comme la tienne ». Et là, Elûthingol, et c'est là où il va lui parler d'une cité qui va se trouver ici même, qui n'est autre que... Enfin, il va fonder en tout cas Nargothrond, à l'image de Ménégroth. Par contre, Galadriel, elle, qui revint très très souvent du coup au peuple, là où se trouve Elûthingol, à Ménégroth, ne va pas suivre son frère et elle va rester avec Celeborn, un homme, un elfe plutôt, dont elle est tombée folle amoureuse et pendant très longtemps en fait ils vont vivre à Doriath et elle va rester du coup au royaume caché près de Melian. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au premier lever du soleil que les humains sont apparus. Les derniers enfants d'Ilúvatar se sont éveillés sur Terre. Ils sont apparus tout à l'est. Donc c'est pour ça que là, actuellement, quand les elfes font un petit peu leur boui-boui, leur cité, et qu'ils s'amusent à repousser les orques, bref, c'est un petit peu une période de paix, ils n'ont pas encore vu les hommes, mais ils sont là. Les hommes
On les appelle également les Atani, c'est-à-dire le second peuple. Ce qui différencie, si vous voulez, un petit peu les hommes des elfes, c'est que, à l'inverse des elfes, les hommes sont mortels. Oui, les elfes, eux, sont immortels. Les hommes sont plus faibles. Ils ont les maladies, les infections, et ils peuvent mourir. Bref, et en plus, ils sont moins beaux. C'est dingue. On peut dire ça, c'est très étrange, mais c'est le cas. Les hommes ont presque tous les défauts du monde. Les années passent, presque 300 ans s'est écoulé depuis la venue des Noldor du coup en Beleriand, donc ça fait même presque plus de 300 ans que les humains sont sur Terre, mais où les elfes ne les ont pas encore vus, ou en tout cas les elfes que nous connaissons. Mais un jour, Finrod, alors qu'il allait voir un petit peu les seigneurs Noldor par-ci par-là, il se baladait et il voulait revenir chez lui dans sa cité de Nargothrond. Et au loin, il va entendre des voix. Il va pencher l'oreille, il va se dire « Ok, c'est pas de l'elfique. Il y a plusieurs langues elfiques, mais c'est pas de l'elfique. C'est pas non plus la langue des nains, étrangement. C'est pas la langue des nains. Ok. C'est bizarre, je sais pas ce que c'est. Ils disent que c'est des orques. Mais non plus, c'est beaucoup trop mélodieux pour que ce soit des orques. Donc il va se rapprocher. Et là, dans une vallée, au pied des montagnes, il aperçut un soir des lumières et entendu au loin comme des voix qui chantaient. Il s'en étonna grandement. Et là, il vit un peuple étrange. Après avoir erré pendant des éternités, les humains étaient enfin arrivés en Beleriand. Et ils chantaient parce qu'ils étaient heureux. Parce que sur ces terres où la paix était un petit peu revenue, parce que les elfes avaient réussi à repousser les menaces de Morgoth, ils pensaient qu'enfin ils avaient trouvé un endroit où le danger n'existait pas. Le seigneur Finrod, alors, les regardait et sentait immédiatement qu'il les adorait. Il resta caché derrière un buisson et, progressivement, il attendit que chaque homme s'endorme. Et c'est très drôle parce qu'on peut faire beaucoup de parallèles. Et je l'ai toujours dit que Tolkien a écrit son œuvre comme une chanson en fait. Son œuvre, le Silmarillion, c'est une chanson dans le sens où on y voit des refrains. Et en fait, on peut y voir des redondances, mais il faut plutôt voir ça comme un refrain. Et en fait, cette scène, on peut la mettre en parallèle avec Oromé qui découvre les elfes. Et ben là, c'est Finrod qui découvre les hommes et de la même manière. Et vous verrez que également dans les histoires d'amour, elles se répètent beaucoup, dans des périodes différentes. Parce que Tolkien, selon moi, a construit son œuvre comme une chanson, et donc il y a forcément des refrains. Donc Finrod se cache et attend que les hommes s'endorment. Alors, Finrod passe parmi les hommes, alors qu'ils dormaient tous, et récupère au sol une petite harpe qui appartenait à un homme qui s'appelle Béor, et va s'asseoir au milieu du clan, et il va commencer à jouer une musique tellement magnifique que les hommes n'ont jamais entendue. Nul encore ne leur avait appris cet art. Les hommes s'éveillèrent. Ils écoutèrent Finrod chanter et jouer de la harpe. Et chacun crut qu'ils étaient dans quelques rêves enchantés. Avant de voir que tous ses compagnons écoutaient aussi, mais aucun ne bougea, ni ne parla, tant que Finrod n'eut pas terminé, tant la musique était belle et telle était la musique de ce chant. Les humains crirent d'abord que Finrod était un Valar, parce qu'il était si beau, si grandiose, et encore une fois, sur son visage, il y avait encore les lumières du pays d'Aman. Ce dernier essaya de les rassurer, déjà de sa présence,
et en plus leur expliqua un petit peu tout, déjà en leur disant que ce n'était pas un Valar mais un elfe, et leur raconta toute l'histoire d'Arda, en tout cas de ce que lui, il connaît. Maintenant, Finrod, il aimerait en savoir un petit peu plus sur les hommes, et il va leur demander de lui raconter leur histoire. Forcément, les langues n'étaient pas les mêmes, mais Finrod est très doué pour apprendre les langues et il va apprendre la langue humaine très très vite. Et il va surtout parler à Beor qui a l'air de diriger et d'être un petit peu celui qui... le chef des hommes, même si c'est pas vraiment comme ça qu'il voit les hommes. Il n'y a pas encore de clan, de dirigeants. C'est juste que Beor semblait être un petit peu plus le représentant de tous. Et du coup, Finrod va surtout échanger avec Beor, et Beor va lui apprendre que eux, ils ont pas beaucoup d'histoires à raconter. Parce que ça fait quand même 300 ans qu'ils sont là, et ils ont la même durée de vie que nous. La même. Et le problème, c'est que les hommes, ils sont mortels, et ils n'ont pas forcément écrit leur histoire, ni même retenu comment ils sont apparus. Et même s'il y a un petit peu le bouche à oreille, tout a été déformé. Et l'oubli est tombé sur leur mémoire. La seule chose que Beor va pouvoir dire à Finrod, c'est que derrière nous, c'est la nuit. Nous lui avons tourné le dos et nous ne voulons plus y retourner, même y penser. Nous voulons juste trouver la lumière, et c'est pour ça que les hommes de Beor se dirigent vers l'ouest, là où se lève le soleil. On dit parmi les elfes que les humains ont très vite approché par Morgoth et que nombre pesait déjà sur leur cœur. Il se trouva également que certains elfes ont commencé un petit peu à côtoyer d'autres elfes, en tout cas que Finrod, ont commencé à côtoyer les hommes. Sauf que à l'inverse de Finrod qui a adoré côtoyer les hommes, t'en as d'autres, et notamment les elfes verts, les elfes un petit peu plus sylvestres, qui vont détester les hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils détruisent animaux et forêts. Et donc, ils vont faire une lettre, en tout cas ils vont envoyer une missive à Finrod, en lui disant la chose suivante. Seigneur, si vous avez quelques pouvoirs sur ces nouveaux venus, faites-les retourner d'où ils viennent, ou bien continuer de l'avant. Car nous ne voulons plus que des étrangers dans ce pays viennent troubler la paix dans laquelle nous vivons. Ce sont des gens qui coupent les arbres et chassent les animaux. Ils ne sont donc pas nos amis, et qui veulent rester, nous les harcèlerons par tous les moyens. Bon, déjà c'est dit. Ils veulent pas d'eux. Du coup, Finrod dit et conseille à Beor ainsi qu'aux autres hommes de trouver un endroit où ils peuvent rester et habiter, où les autres elfes ne vont pas se sentir embêtés par ces humains. Là, Finrod va quand même demander l'autorisation à Elothingol, mais il y a non loin de Doriath, il y a non loin de là où se trouve Elothingol qui est ici, une petite forêt, en tout cas, un petit endroit qui s'appelle Namemloth. Ici même, là. Et ça a été agrandi. Et donc, Finrod va conseiller à Beor de former leur cité ici. Beor, par contre, va dire à Finrod, ok, mon peuple va habiter à cet endroit, mais moi, je veux habiter avec toi, Finrod. Donc je vais te suivre à Nargothrond. Donc Beor va suivre Finrod en tant que conseiller, bref. Et Beor va laisser son fils Baran gouverner sur le peuple qui habite du coup à Nanelmoth. Sauf que il n'y a pas que ce peuple d'hommes qui arrive. Il y en a deux autres. Et en fait, encore une fois, je vous le dis, il y a des répétitions dans l'œuvre de Tolkien. Vous savez à quel point il aime le chiffre 3. Eh bien, il y aura 3 grands clans d'hommes qui vont apparaître en Beleriand. On a du coup le premier clan qu'on a vu, le clan de Beor, qui a été tout de suite pris sous l'aile de Finrod. Et on a un deuxième clan qui arrive, c'est le clan qu'on va appeler les Aladins. Les Aladins, ils vont traverser les montagnes bleues et vont arriver
dans ici à peu près, là où il y a les fils de Fëanor, donc dans la zone orange. Et ils vont y rester quelque temps. Les fils de Fëanor, bon, ils vont voir ces humains, ils vont se dire, ouais, bon, on va les laisser, on va rien faire, on va pas leur prêter attention. Et ensuite, on a le troisième clan d'hommes qui arrive et qui ressemble à des Vikings. Ils sont grands, ils sont puissants, ils sont blonds, ils ont les yeux bleus. Ça, ce n'est autre que les Hador. Ces hommes, vraiment, vous pouvez les comparer à des Vikings. Et leur dirigeant n'est autre que Marak. Ils vont entendre que Béor a trouvé un endroit où se poser, une cité. Alors, sans poser de questions et en s'imposant un petit peu, Marak arrive et se pose là où habite le peuple de Béor. Mais ils vont lier une grande amitié, donc il n'y aura aucun souci. Donc là, voici les trois grandes maisons des hommes. Du coup, les Aladins, les Béor et les Hador. Finrod, du coup, revenait très souvent. Certes, il avait Béor de chez lui, mais il revient très souvent voir un petit peu les humains pour savoir comment ils vont. Et petit à petit, les autres elfes, par-ci par-là, même les Noldor, même aussi les Nandor, un petit peu partout, les autres clans, vont commencer aussi à venir voir ces hommes, déjà parce qu'ils sont curieux de voir des hommes, et en plus pour se lier un petit peu d'amitié avec eux, et surtout profiter de leur arrivée pour gonfler leur rang. Sauf que les hommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ressemblent, c'est comme si Morgoth les avait déjà vus et avait déjà mis en leur cœur des petites ténèbres, si vous voulez. Et il y a les premières dissensions qui vont apparaître. En fait, les humains, ils ont la mémoire courte, déjà. Les humains, ils ont la mémoire courte. Et en plus de ça, ils vont pas trop avoir confiance aux elfes. Ils vont avoir peur que les elfes veuillent trop les gouverner, déjà de base. Et puis c'est surtout qu'ils sont un petit peu jaloux, les hommes. Les elfes, ils sont immortels et les hommes, eux, ils sont mortels. Donc, en plus, le fait qu'on leur demande de se battre contre des orques et de gonfler leur rang, ça les agace. Parce que leur vie, elle est courte, elles ont envie d'en en profiter. À l'inverse des elfes qui, eux, sont immortels et peuvent revenir à la vie. Enfin bon, bref, ça les agace. De plus, le fait qu'on leur dise qu'il y a des Valar qui existent et que Morgoth également existe à un endroit, Morgoth, ils n'ont jamais vu Morgoth, les hommes. Ou en tout cas, ils ne se souviennent plus parce que comme je vous ai dit, ils ont la mémoire courte. Donc ils vont commencer à dire que les elfes mentent. Les Valar, j'y crois pas, non, ça existe pas. Morgoth, il y a des orques, ok, mais Morgoth, je sais pas qui c'est, vraiment. Ça m'étonnerait qu'il y ait un si grand méchant que vous décrivez qui se trouve ici à Beleriand. Ça, ce conflit qu'il va y avoir entre les hommes et les elfes, ça vient, bien entendu, de la perfidie et de l'enchantement de Morgoth. Pendant ce temps, Morgoth, il est très content déjà de voir des petites dissensions, des petits conflits entre les elfes et les hommes, c'est trop bien, c'est super. Mais Morgoth, il se dit, ça suffit pas. Ça suffit pas, je vois que les hommes vivent beaucoup trop heureux. Ils sont trop bien là, ces hommes-là. On va un petit peu les embêter. Et du coup, Morgoth, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer toute une armée d'orques chez les Aladins. Donc dans ce peuple qui se trouve non loin des fils de Fëanor. Les Aladins, à ce moment-là, ne vivaient pas en groupe important. En fait, ils étaient, comme je vous dis, le fait qu'il y ait des clans, des seigneurs, etc., ça existait pas encore à l'époque. C'était plus des petits clans par-ci, par-là, des petites maisonnées, il n'y avait pas vraiment d'organisation. Et donc, quand ils se sont fait attaquer par les orques, ça a été une catastrophe. Parmi eux, il a fallu que quelqu'un prenne des décisions. Et du coup, cet homme va s'appeler Alad. Et ça va être un petit peu l'un des premiers dirigeants vraiment des Aladins. Il était autoritaire et intrépide. Il va essayer de regrouper le plus d'Aladins autour de lui, des femmes, des enfants, des hommes prêts à se combattre, et tous se réunir autour d'une palissade pour se protéger de l'arrivée des orques.
Sauf que Alad, qui était autoritaire et qui a réussi un petit peu à regrouper tous ces Aladins qui étaient un petit peu partout, à un moment donné, il va mourir. En fait, Aladin avait des jumeaux. Il avait un fils, Aldar, et une fille, Alet. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Alad va mourir sous le coup des orques, ainsi que son fils, Aldar. Du coup, il ne reste plus que leur fille, Alet. Et c'est la première fois qu'une femme humaine brandit le drapeau des Aladins et conduit une armée d'hommes pour se battre contre les orques. Et elle est tellement téméraire, elle est tellement forte, tellement autoritaire, et elle arrive tellement bien à contrôler et à diriger ses armées qu'elle arrive un petit peu à repousser les orques. Sauf que les orques sont vraiment, vraiment trop nombreux. Au loin, je vous ai dit, il y a les fils de Fëanor. Il y a les enfants de Fëanor qui habitent pas loin. Et ils entendent ce combat. Et en fait, Carantyr, il va faire amener son armée pour les aider. Carantyr, du coup cet elfe, l'un des enfants de Fëanor, va aider avec bienveillance les humains et va commencer à apprendre à connaître Alet et il va la porter en grande estime. Il va beaucoup la considérer. Même, il va lui proposer d'habiter avec eux. Si vous voulez vivre plus tard au nord, vous pouvez. Je vous donne mon amitié. Sauf que Alet avait un fort caractère. Et par fierté, elle ne souhaitait pas vivre avec les elfes. Et préféra partir à l'ouest. Alet, du coup, amena son peuple un peu plus à l'ouest, pardon. Et là, elle vit une zone qui s'appelle Brytil. Sauf que, c'est pas très loin du royaume des Lúthingol. Et Lúthingol, il en a marre, là. Il en a marre, déjà qu'il y a les princes Noldor qui sont arrivés. Ensuite, il y a le premier clan des hommes qui est arrivé, la Béor, qui habite déjà pas très loin. Là, il voit en plus d'autres hommes, là, les Aladins arrivés. Non, c'est hors de question. Déjà, il refuse. Et Lúthingol, il refuse. Il dit non, ça suffit, c'est faux. Mais Finrod, qui est très 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 attaché aux humains, et il les aime tous, va entendre parler de l'histoire d'Alet, de cette guerrière, de la perte de son père, ainsi que de son frère. Et du coup, il va tellement être impressionné par sa fougue et son courage, qu'il va vouloir absolument l'aider. Il va parler à Eleuthingol, et là Eleuthingol va changer d'avis, et va leur permettre d'habiter à Brytil jusqu'à la mort du peuple des Aladins. En fait, juste en échange, tu as Eleuthingol qui dit « Ok, à Alet, tu vas habiter à Brytil. Par contre, on va faire un petit échange, c'est-à-dire que nous, on a des orques qui nous embêtent, et vu que vous avez prouvé que vous avez bien à repousser un petit peu les orques, vous allez protéger cette zone, un endroit spécifique, je crois que c'est un endroit où il y a un pont. Bref. En tout cas, ils doivent protéger cette zone des arrivées des orques, et surtout les orques ne doivent pas passer ce pont. Sauf que un jour, Alet, elle va vivre jusqu'à sa mort. Elle va pas mourir en combat. Elle va vraiment vieillir avec des cheveux blancs et de vieillesse. Et on va lui fabriquer une tombe, voilà. Et cette tombe est très connue. En fait, on va souvent s'y repentir et souvent demander protection, en fait, d'Alet. C'est le tombeau, du coup, de la dame, de la grande dame. Bon, on parle d'armes, vous savez, c'est compliqué. Là, je suis sûre que je suis un petit peu en train de vous perdre de droite à gauche. Je vous le répète, il y a le clan, parmi les hommes, il y a 3 clans. Il y a les Béor, les Aladins, du coup, je viens de vous en parler. Et il y a les Vikings. Vous vous souvenez, les Vikings, là, ces grands, musculeux, avec des cheveux blonds et des yeux bleus? Bon. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle Hador. Bon, c'est la maison des Hador. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme tout, les elfes, ils ont un petit peu le chouchou. Vous vous souvenez, les Valar, ils ont des chouchous des elfes. Les elfes, ils ont des chouchous parmi les humains. Voilà, c'est un petit peu... Quand je vous dis qu'il y a des répétitions, voilà, là aussi on en voit une autre. Finrod, il préfère Béor. Voilà, il adore le clan de Béor. Les enfants de Fëanor, ils adorent les Aladins. Et Fingolfin, qui se trouve un peu plus loin, il va adorer les Vikings.
Moi, j'appelle ça des Vikings, mais c'est mon interprétation. Hein. Mais il va adorer les Adors. Et en fait, il va venir les voir assez régulièrement, il va leur dire bonjour, bienvenue, oh, bah dis donc, c'est bien chez vous. Ça vous dit de remplir un petit peu mon armée ? Et en fait, il va leur proposer de combattre pour lui. Et en échange, il leur donne un fief qui se trouve à Dor-lómin. Bah, les Adors, ils vont tout de suite accepter. Parce que, donc, Hithlum, c'est l'endroit où habite Fingolfin. Je vais vous montrer une autre carte pour que vous vous souveniez un petit peu. Il y a une carte pas loin, c'est celle-ci. Vous voyez, ça Fingolfin, c'est tout en bleu. Bah, imaginez qu'en gros, il leur propose de vivre ici. Donc, on leur propose, gentiment, d'habiter à Dor-lómin. Voilà. Ah ben, j'avais mis la corde, j'y avais pensé. Je me souvenais plus. Donc voilà, on va leur proposer d'habiter ici. Oui. Je vous ai fait ça parce que je me suis dit qu'à partir de ce moment de vulgarisation, je vous ai certainement perdu. Parce que j'ai dit tellement de noms, plein de prénoms d'elfes, plein de clans, plein de noms d'hommes, etc. Du coup, je vous fais juste une petite piqûre de rappel. On a, du coup, ici, on a les frères et demi-frères. On a Fëanor et ses deux demi-frères, Fingolfin et Finarfin, qui ont donné plein d'enfants. Donc, on les retrouve ici. Fëanor, qui a donné 7 fils. Donc, c'est caché par la petite flèche, mais là, il y a écrit 7 fils. On a Fingolfin qui a donné 2 fils. Ici, Turgon et Fingon qui sont représentés là. Et on a Finarfin qui n'est jamais venu en Terre du Milieu et qui a donné Finrod et Galadriel, ainsi que 2 autres fils, mais bon, on s'en fout. Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a 3 grandes maisons chez les Noldor. Tout ça, c'est les Noldor, ça. Et que à cela, il y a également les hommes, du coup, qui leur sont un petit peu associés. Et là, c'est encore une illustration de Shwastar. Donc, je le répète, hein, c'est Hoistar. Ça, on a absolument tous les elfes qui sont représentés. Presque tous qui se trouvent en Beleriand. Vraiment, c'est trop intéressant de voir ça. En fait, c'est les Noldor, hein, précisément. C'est pas tous les elfes en Beleriand, mais en tout cas, ce sont tous les Noldor qui se trouvent en Beleriand. Donc, on a ici Finwë, ainsi que sa femme Indis. On a Fëanor qui est là, Medros, Maglor, on a Caranthir ici, Celeborn ici, on a, je sais plus comment il s'appelle lui, les 2 jumeaux, Celebrimbor. Là on a Galadriel, on a son frère Finrod qui est ici, qui a sa fille Idril ici. Là on a Fingolfin, on a Fingon, on a Turgon, on a Aredel. Et qui es-tu, toi T'es qui, toi? Ah, c'est peut-être le fils d'Aredel. C'est peut-être son fils, ici. C'est peut-être le fils d'Aredel. Là, on a Orodret. Et là, on a... Finarfin, en fait. Finarfin, c'est ça. Bref, c'est chaud, hein. C'est chaud. Mais là, on a vraiment tous les Noldor. Remettez chaque nom au bon dessin. En vrai, ça ferait un tellement bon quiz parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais maintenant on les repère vite en vrai. On les repère vite. Bref, Fingolfin, roi du Nord et grand roi des Noldor, voyant que son peuple croissait et qu'en plus sa force commençait à s'intensifier parce qu'il a ces humains qui ont venu un petit peu gonfler ses rangs, il se dit: il faut absolument qu'on aille attaquer Morgoth tant qu'il est encore temps. Sauf que Fingolfin ne se rend pas compte qu'il est presque impossible de battre Morgoth. C'est pas possible en fait. Morgoth, c'est quand même un Valar, enfin, c'est une puissance. En plus, pour vous dire, tous les Valar, les 14 Valar ont eu du mal à capturer Morgoth lors de la première grande guerre. Donc, c'est pas des elfes et des hommes qui vont réussir à tenir tête à Morgoth, même s'ils peuvent lui faire peur, même s'ils peuvent un petit peu le mettre en déroute sur certaines batailles. Morgoth est très intelligent, vraiment très intelligent. Du coup, c'était juste parce que j'ai écouté la musique, j'essayais de voir si elle était toujours là. Fingolfin pense quand même à faire la guerre contre Morgoth. Donc il va
proposer ça aux autres princes Noldor, ainsi qu'aux autres elfes, dans les Noldor, également à Eleuthingol, etc. Il va proposer ça à tout le monde en disant, bon, est-ce qu'il serait pas temps qu'on aille se battre contre Morgoth là? Il faut. Sauf que tout le monde n'est pas du même avis. En disant, moi, tu sais, on est quand même bien là. Ça fait quand même quelques années qu'on vit en paix, en terre du milieu. On a fait nos petites cités de droite à gauche. Ça se passe bien. On s'entend bien avec les humains, même s'il y en a qui sont un petit peu chiants parce qu'ils ne nous croient pas. Franchement, s'il y a la possibilité de pas trop emmerder Morgoth, nous, ça nous va. Et en fait, Fingolfin va avoir beaucoup de mal à convaincre les autres elfes et les autres princes de battre Morgoth tant qu'il était encore temps. Les seules personnes qui étaient d'accord avec Fingolfin, ce sont les petits frères de Galadriel, qui ne sont autres que Angrod et Egnor. Ces deux petits frères, en fait, ils ont une cité, ils habitent juste à côté de la forteresse de Morgoth, et ils voient ce qui s'y passe. Ils voient qu'il y a quelque chose de pas bien qui est en train de se dérouler. Du coup, ils essayent un petit peu de dire à Fingolfin, oui, il faut qu'on batte Morgoth et vite, parce que là, il se prépare. Et en effet, Morgoth prépare en secret ses forces. Il devenait sans cesse plus malfaisant et sa haine contre les Noldor grandissait. Sauf que même Morgoth va prendre un petit peu trop à la légère la puissance des Noldor ainsi que celle des humains. Il va un temps où Morgoth va lancer des très grands fleuves de feu du haut de sa forteresse. Il va mettre des fumées empoisonnées et noires pour diriger son armée. Et là, les terres furent absolument dévastées et d'innombrables Noldor périrent dans cet incendie. Ainsi commença la première et grande bataille d'Agor Bragolac, la bataille de la flamme subite. Morgoth, qui avait déjà éprouvé la vigilance et la résistance de ses ennemis avec une bataille avant, voilà, il avait déjà fait une petite bataille dont je vous ai pas parlé. Ça s'appelle la bataille glorieuse parce que du coup les elfes ont facilement repoussé l'armée de Morgoth. Et en fait, cette bataille c'était un petit peu un test pour Morgoth parce que il a envoyé son armée d'orques et il a bien vu que les orques ne suffisaient pas et qu'ils n'étaient pas assez forts pour battre les Noldor. Donc Morgoth a réfléchi à une autre manière de se battre contre ces elfes. Et là, c'est là où est né le tout premier dragon de toute l'histoire. Glorung. Le premier dragon était sorti de la forteresse de Morgoth. Et en fait, encore une fois, juste avant la bataille de la flamme subite, Morgoth s'en est pas rendu compte, mais Glorung était déjà parti. En fait, il était déjà parti pour aller se battre contre les elfes. Quand les elfes virent pour la première fois Glorung, le tout premier dragon, il fut effrayé et terrifié. Sauf qu'à ce moment-là, Glorung était encore très très jeune et n'avait pas encore toute sa cuirasse ainsi que ses écailles qui pouvaient le protéger. Et Fingon, sans réfléchir, amena toute son armée, des archers et des cavaliers, l'ont entouré et l'attaquèrent. Et Glorung furent extrêmement blessés et réussit tant bien que mal à s'enfuir pour se terrer dans la forteresse de Morgoth. Morgoth fut énormément déçu que Glorung fut révélé aussitôt, mais il le soigna, protégea et le fortifia. À tel point que le jour de la bataille de la flamme subite, Glorung était extrêmement puissant. Et c'était même lui, parce que Glorung a le don de la parole, et c'était lui qui va déployer toute la puissance et dirige les Balrogs ainsi qu'une armée d'orques. Et là, toutes les forteresses, toutes les cités de Noldor furent détruites. Les Noldor furent tués, leurs alliés également, que ce soit les nains, que ce soit les hommes. Bref, c'est vraiment l'hécatombe. Les elfes sont disparés, déroutés, incapables de se réunir. La plupart des elfes qui réussirent un petit peu à se protéger et à s'enfuir vont se terrer dans la cité cachée de Eleuthingol et de Melian. En effet, Melian, qui est une Maya, arrive à protéger ses frontières
du mal grâce à ses pouvoirs. Au cours de ces combats, malheureusement, la cité qui était la plus proche n'était autre que celle de Angrod et d'Egnor, et les frères de Galadriel moururent, enfin, en tout cas sont morts, sous les coups du dragon et d'Orc. Non loin de là, certes, ses frères sont morts, mais un troisième frère de Galadriel a failli périr. Et ce n'est autre que Finrod. Finrod a failli et laissé la vie parce qu'il était entouré d'orques. Il était seul. Mais heureusement, les hommes de la famille de Béor, les hommes de la maison de Béor, vous savez, justement ces petits protégés, celui qui dirigeait à ce moment-là n'était autre que Barahir. À ce moment, c'était le roi de la famille de Béor. Arrive pour protéger Finrod d'une mort certaine. Finrod, heureux d'être en vie, donna un anneau à Barahir, et c'est le fameux anneau de Barahir que porte Aragorn sur son doigt, et qui ressemble à ça, en leur promettant, et c'est un gage éternel, en gros, de la protection future, si vous voulez, des elfes pour cette famille, et également d'amitié et d'assistance s'ils ont besoin d'aide. Donc en gros, c'est une promesse. Si jamais un membre de la famille de Barahir qui porte cet anneau demande de l'aide à Finrod, Finrod est obligé de les aider. Je vous ai dit, parce que bon, il y a cette bataille, donc il y a les elfes qui se battent de droite à gauche, on va de... Voilà, tout le monde se bat. Les hommes aussi se battent, c'est normal. Donc vous avez vu que la famille de Béor, enfin la maison de Béor s'est battue pour protéger Finrod. Et les Vikings un petit peu, donc les Hador, ceux qui protègent Fingolfin, une grosse partie vont mourir. Voilà, faut vous le dire. Il y en a beaucoup qui meurent au cours de cette bataille. À tel point qu'il y en a un, du coup, celui qui dirigeait tout le monde, va mourir. Et c'est son fils Galdor qui va prendre la suite du combat. Voilà, Galdor. Je vous ai pris une super illustration qui représente un mec musculeux qui crie et qui dit « Allez, on repousse les orques et les balrogs !» Bref, ils essayent tant bien que mal de s'en Qu'est-ce qui se passe du côté des fils de Fëanor ? Médros, il a la haine. Voilà, il a la haine, Médros. Vous savez pourquoi il a la haine ? Vous vous souvenez ? Je vous l'ai dit en début de stream. Il s'est fait capturer déjà par Morgoth. Donc il a une haine, mais pas possible, pour détruire tous les orques. Et même ses exploits et son audace, vraiment tout le monde était impressionné devant les capacités de combat de Médros, alors qu'il n'a qu'un bras, je vous le rappelle. Donc la forteresse de Médros a été impénétrable, tant mieux. Sauf que Glorung, lui il est devenu très puissant. Et donc, petit à petit, il va se rapprocher des fils de Fëanor pour tout détruire sur son passage. Et malheureusement, plus personne peut empêcher Glorung de passer. Et la plupart même des enfants de Fëanor vont devoir fuir en fait leurs habitations tellement Glorung brûle tout sur son passage. Quand Fingolfin eut vent de la déroute du coup des fils de Fëanor, il se dit mais c'est la ruine de tout, c'est la ruine de tous les Noldor, on va vraiment en finir là, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et là, Fingolfin prit son cheval, Rochalor, un cheval blanc, puissant. Il prit son épée, étincelante, ainsi qu'un bouclier, et galopa jusqu'à la forteresse où se trouve Morgoth. Toutes les personnes qui fuient la guerre, parce que vraiment là, honnêtement, les armées de Morgoth prennent le dessus, c'est une catastrophe pour tous les enfants des Ilúvatar. Fingolfin, lui, courut dans le sens inverse, là où justement se trouvait le mal. Il a même été confondu à un Valar, Oromé, le dieu de la chasse, un petit peu la puissance, le maître de la chasse, tellement la rage transpirait en lui. Il avait les yeux brillants comme les Valar. Et il arriva à la forteresse de Morgoth. Il le défia de venir l'affronter en combat singulier. Et Morgoth vint. Ce fut
la dernière fois, pendant ces guerres, qu'il passa la porte de sa citadelle. Parce que, en fait, Morgoth, il connaît la peur. Et Morgoth, il a peur. Même s'il est très très puissant et qu'en fait, il va réussir, enfin voilà, il n'y a aucun souci, il a peur. Et ça, il déteste, en fait, sortir. Et en fait, si vous voulez, Morgoth, en termes de puissance pure, il est puissant parce qu'il est intelligent, rusé et fourbe. Mais en termes de force, par exemple, Tulka, c'est supérieur. Donc, oui, Morgoth a peur. Sauf qu'il ne peut pas refuser ce duel, parce que tu as toute son armée d'orques qui le regarde. Donc, Morgoth sort de sa forteresse et va défier Fingolfin. Ces bruits de pas faisaient comme un tonnerre qui secouait le sol. Il sortit couvert d'une armure noire et il se dressa devant le roi comme une tour couronnée d'acier. Et son immense bouclier noir sembla jeter l'ombre d'un nuage d'orage sous cette ombre. Fingolfin semblait comme une petite étoile. Sa cotte de maille était tissée d'argent, son bouclier d'azur était incrusté de cristaux, et son épée, qui s'appelle Ringil, si jamais vous voulez faire une épée Ringil, je la veux, qu'il brandit, brillait d'un éclair glacé. Alors Morgoth lança vers le ciel Gronde, le marteau des enfers, puis l'abattit comme un tonnerre, mais Fingolfin se jeta de côté. Et Gronde creusa dans le sol un gouffre d'où jaillirent des nuages de flammes. Maintes fois, Morgoth tenta de l'écraser, et à chaque fois, Fingolfin s'échappa d'un bond, comme un éclair jaillit et sous un nuage noir. Et il perça Morgoth de 7 blessures, et 7 fois, Morgoth poussa un cri. Vous vous rendez compte? Fingolfin arrive à tenir tête à Morgoth. C'est un combat d'arc sous lien. C'est vraiment, il arrive à tout échapper, il arrive de sauter de droite à gauche, il n'est même pas touché. C'est lui qui donne des blessures. 7 blessures. Sauf que le terrain commence à s'abîmer. Il fait des trous partout, Morgoth, avec son marteau. Et du coup, Fingolfin n'a plus trop et est instable. Et en plus, il commence à fatiguer Fingolfin. À un moment donné, Fingolfin tombe et Morgoth abat son bouclier sur lui. Et par 3 fois, Morgoth arrive à le toucher. Par 3 fois, Fingolfin arrive à se relever. Alors que quand même, Morgoth est 10 fois plus grand que lui et sa puissance est certainement supérieure aussi. La terre autour de lui était toute semée de crevasses et de trous qui le firent trébucher et tomber à l'envers aux pieds de Morgoth. Et à un moment donné, Morgoth posa son pied gauche sur son cou, et ce pied faisait le poids d'une montagne. Mais d'un dernier coup sans espoir, Fingolfin lui trancha le pied de son épée, Ringil, et un sang noir jaillit de la jambe de Morgoth. Et oui, Morgoth a perdu un pied. Ainsi mourut Fingolfin, grand roi des Noldor. Morgoth alors prit le corps de Fingolfin pour l'écraser et pour le jeter à ses loups. Sauf que l'aigle, Torondor, le roi des aigles, vole et descend en hâte dans les airs pour récupérer le corps de Fingolfin. Et pour empêcher Morgoth de faire quoi que ce soit, avec ses serres, il lui fit une griffure énorme sur son visage. Et c'est comme ça que Morgoth perdit un pied et eut définitivement 3 grandes balafres sur son visage. Les ailes du roi des aigles, les aigles, l'aigle, le roi des, j'y arrive plus. Le roi des aigles, Torondor récupéra le roi des elfes par contre, Fingolfin, et le déposa dans une cité cachée dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire Gondolin. Là où se trouve l'un des fils de Fingolfin justement, Turgon. Et un tombeau fut créé pour Fingolfin à Gondolin. Depuis ce jour, Morgoth ne marcha plus que sur un pied, et la souffrance de ses blessures ne fut jamais guérie. Non plus que la balafre
laissé par Torondor. Fingon, endeuillé du coup, prit la tête de la maison des Fingolfin et la royauté des Noldor. Donc juste pour petit rappel comment fonctionne la succession de la couronne, c'est Fingolfin du coup qui avait la couronne. Il est mort, il a été enterré chez Turgon à Gondolin, mais c'est la couronne qui a été transmise du coup à l'aîné, c'est-à-dire Fingon, qui est ici. Parmi les humains, pendant le combat, Húrin et Huor, les fils de Galdor, allèrent régulièrement à la bataille pour repousser les orques. Galdor, vous vous souvenez, c'est celui qui s'est battu coûte que coûte pour repousser les orques et pour protéger Fingolfin justement. C'est un petit peu les Vikings. Et ben, certes, il a vu son père mourir, Galdor. Il a ses deux fils, Hurin et Húrin, également, qui étaient en mauvaise passe. Et en fait, heureusement que Húrin et Huor, désolé si je le prononce mal, étaient proches d'un cours d'eau, le fleuve, les eaux de Sirion précisément. Parce que alors qu'ils allaient certainement voir leur dernier jour arriver, tu as un brouillard qui s'éleva du fleuve et qui dissimula les deux hommes. En fait, c'est Ulmo qui a voulu protéger ces hommes. Et des aigles qui, justement, n'étaient pas très loin, c'est-à-dire Torondor, en profita pour récupérer Húrin et Huor, voilà, et également les amener à Gondolin, dans la fameuse cité du roi Turgon. Et du coup, ça sera demain qu'on parlera de la fondation de Gondolin, comment cette cité cachée est apparue, et comment ça se fait que la seule manière de trouver cette cité cachée, c'est de passer par les airs, et par chance que ce soit le roi des aigles, Torondor, qui vous y amène, comme ça a été le cas pour Fingolfin, mais bon, il était mort, ou bien pour ces deux hommes, Húrin et Huor. Et on en profitera également pour parler d'une histoire d'amour qui se passera justement autour de Gondolin.